Dans le mannequin AK, un programme de test est proposé. Pour évaluer les forces et le classement des élèves, le professeur les convoque un par un dans un portail spécial. Ce portail mène à une salle ou un cœur démoniaque spécial est capable d'absorber et de mesurer leur intelligence. L'intelligence de chaque élève est ensuite affichée, indiquant son classement actuel et sa force future. Dans tout le mannequin AK, la plupart des élèves se révèlent être de faibles élèves, avec seulement un classement E. Certains se réjouissent d'obtenir un classement D, synonyme d'une augmentation de puissance significative. Soudain, le garçon le plus intelligent du mannequin AK s'avance. Héritier fortuné du pouvoir le plus puissant, il est attendu avec impatience par tous. Il entre dans la salle surchauffée, confiant de devenir une légende et d'atteindre le rang numéro 1 de l'histoire du mannequin AK. Il fait la démonstration de sa force, sous les acclamations des élèves présents. Il obtient un bon classement et espère atteindre le rang S. Ses amis sont particulièrement fiers. Ils pensent que ce garçon arrogant possède un talent unique au monde. L'un d'eux rit en voyant passer ensuite un garçon simple nommé Sean Chan. Il est certain que Sean Chan ne subira que l'humiliation. Mais Sean Chan l'ignore et passe à autre chose. Il entre dans la pièce comme tout le monde. Mais cette fois, c'est Sean le démon qui entre. Augmentation de la puissance du sort agri puissant. Sean n'a même pas encore utilisé de compétences et affiche déjà un bon rendez. Tout le monde est surpris. Puis il utilise sa carte de compétence la plus faible, qu'il a prise à un monstre, et atteint facilement le rang C. Alors que tout le monde essaie encore de comprendre, Sean va plus loin. Il change de carte de classe puissante. Et maintenant, Cœur Démon commence à paniquer. C'est alors qu'il libère sa puissance. Une tempête éclate dans le ciel. L'écran d'affichage des rangs devient erratique et affiche une puissance de rang S. Les professeurs sont choqués. Mais ce n'est que le début. Bientôt, un S3 se transforme en rang S, puis le système plante à cause d'une surcharge. Maintenant, le professeur est vraiment effrayé et court dans la salle de test. Quand il entre, la pièce est entièrement détruite. Chapeau. Démon est mort. Complètement détruit. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Il ne comprend donc pas ce qui s'est passé. Pendant ce temps, notre garçon sort calmement. Il avait mangé le chapeau démoniaque d'Asie. Après l'avoir accidentellement tué avec son immense pouvoir, la question est, qui est Sitchan Asie? Et pourquoi est-il si puissant? Alors écoutez, c'est un homme revenu d'un futur où le monde entier était envahi par les démons. Aujourd'hui, à Karakdesh, Enkurulakshan était le dernier survivant, se battant avec acharnement jusqu'à vaincre le démon Lukigne, se sacrifiant avec lui. Puis, après un éclair de lumière, il se réveille dans sa chambre sous dôme, dans le passé. Il est confus et se demande s'il a atteint le monde de l'au-delà. Mais lorsqu'il regarde par la fenêtre et voit des gens debout, il commence lentement à comprendre ce qui s'est passé. Après un moment, il réalise enfin que son vœu a été exaucé et qu'il a voyagé dans le temps jusqu'à ses années d'université, 10 ans plus tôt. Juste après Dory, un étrange hologramme apparaît et annonce à Shen que le pouvoir de la gourmandise a pénétré son être. Alors qu'il regarde par la fenêtre, il réalise qu'il ne lui reste que 3 ans avant l'apparition du premier seigneur démon Ret. Il comprend alors que ce seigneur démon est responsable de tout ce qui s'est passé. C'est Ret qui ouvre les portes de la bombe nucléaire, et après cela, les autres seigneurs démons émergent un à un dans le monde des humains. Notre héros décide qu'il doit trouver l'endroit où le seigneur démon Ret apparaîtra et le détruire avant de trouver lui-même les portes. Sortant de ses pensées, Chan remarque l'interface flottant autour de lui, affichant désormais clairement ses statistiques. Il se demande s'il s'agit d'un menu ou d'un système de jeu, car il n'en avait pas dans sa vie précédente. À l'époque, il ne comptait que sur son pouvoir éveillé, que seul un être humain sur 10 000 possède. L'Université nationale des éveilleurs existe pour recruter ces éveilleurs. Il n'avait pas réussi à se réveiller. À cette heure-ci,
il avait l'habitude d'avoir la gueule de bois. C'est pourquoi il se réveilla ainsi à l'infirmerie. Soudain, le système ouvrit un autre panneau et lui montra une carte d'apprentissage de type attente, qu'il reconnut immédiatement, c'était le même cours que dans sa vie antérieure. Le garçon, surpris, se demanda s'il s'était réveillé plus tôt que prévu. Il décida aussitôt de la tester. Mais avant qu'il ne puisse changer de cours, son colocataire et ami, Maung, un chantre des fleurs de rang E, arriva. Le pauvre avait la joue bandée et était venu prendre des nouvelles de CHAN. Heureusement, l'on ne voyait pas les panneaux flottants, ce qui convainquit Chan que lui seul pouvait les voir. Son ami commença à l'observer attentivement. Constatant que toutes les blessures de Chan étaient déjà guéries, il se demanda comment un non-éveillé pouvait guérir si vite comparé à un éveillé comme lui. Notre garçon se souvint alors de long de sa vie passée. Ce même colocataire s'était éveillé durant ses études universitaires. Mais il était devenu l'un des éveillés les plus faibles et avait été brutalement tué le 3e jour de l'arrivée de la colère. Il sourit en silence en revoyant son vieil ami. L'on lui rappelle alors qu'ils ont un examen de rang et qu'ils doivent tous deux s'y préparer. Ling se sent mal pour lui, pensant qu'il ne s'est pas encore éveillé. Mais il lui rappelle que cet examen est crucial pour l'obtention de son diplôme. Tandis qu'il traverse les rues bondées, Chan dit nonchalamment que cela fait longtemps qu'il n'a pas vu autant de monde, ce qui effraie son colocataire. Chan se dit que s'il ne fait rien pour changer sa vie, ils devront tous affronter le même avenir sombre. Il décide donc de travailler d'arrache-pied et de progresser rapidement. Mais un autre problème se pose, pour l'instant, il n'existe qu'un seul moyen pour un éveillé d'acquérir de l'expérience et de gagner des niveaux. En vainquant les monstres qui sommeillaient en lui, Jay contrôle désormais pleinement les ligues majeures. Cela signifie que les faibles ou les étrangers comme lui n'ont aucune chance de prendre l'avantage. Il ouvre sa fenêtre de statistiques et observe sa propre force, se demandant où il se situe par rapport aux autres éveillés et aux monstres. Le gouvernement a classé les éveillés de EAS. Il reméda au gouvernement, qui les répartit à son tour dans ces mêmes rangs. Chan sait que la plupart des étudiants sont bloqués au rang E, et que seuls quelques-uns parviennent difficilement à atteindre le rang D. Il regarde son ami et le raille intérieurement, pensant qu'au moins, il est mieux classé que lui. Soudain, une balle arrive et frappe le malheureux. Ses lunettes tombent et se brisent. Il s'avère qu'ils sont de nouveau tombés sur Gundagon Chang et ses hommes, les mêmes qu'il avait battus la veille. Chang se détourne et demande à Dong pourquoi il ne lui a pas apporté des caisses d'articles en cuir, sachant qu'il payait. Dong s'excuse rapidement et va acheter ses propres articles en cuir. Mais Chan l'interrompt et l'arrête, affirmant que c'est à lui de s'excuser. À ce moment-là, il regarde à nouveau le voyou. Chan se souvient de son passé. Ils avaient alors essayé de le noyer dans l'eau du lion. Après lui, ils avaient essayé de noyer Vanny, et au lieu d'éprouver de la honte, ils avaient prétendu vouloir simplement le rendre inconscient. Ce jour-là, il ne s'était arrêté que lorsque Chan avait finalement perdu connaissance. L'on s'était précipité pour s'assurer de son état. Mais dès que Chung avait entendu ne Chan parler, il était revenu pour lui causer encore plus de problèmes. À présent, Chan, de retour dans le passé, est déterminé à donner une leçon à ses voyous. En entendant Chan parler, Chang et ses hommes s'avancent de nouveau, visiblement prêts à le faire taire une fois pour toutes. Notre héros regarde Chang droit dans les yeux, sachant pertinemment que ce garçon ne s'en prend qu'au faible car son frère aîné est un homme puissant, président du conseil des élèves. Alors que le voyou approche, les élèves alentour commencent à se rassembler. Au début, ils ont pitié de Chan, craignant qu'il ne soit à nouveau battu. Lorsque Chung s'appépère. Que vient de dire le Chan? Mais Shen répète calmement qu'il ferait mieux d'arrêter de les taquiner. Chan est interrompu. En entendant cela, Chang entre dans une rage folle et le frappe immédiatement. Mais cette fois, Chan lève le poing et bloque l'attaque sans effort. Il repousse même le voyou. Tous les témoins sont stupéfaits car, à leur connaissance, Chan n'est même pas encore réveillé.
Pourtant, il a arrêté une attaque aussi puissante comme si de rien n'était. Chang, encore plus furieux, se rue à nouveau sur lui, tandis que Chan se ressaisit calmement et transforme son professeur en fusil d'assaut. Luck reste figé, abasourdi. Chang invoque alors son armure démoniaque indestructible et charge avec une attaque massive. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, Chan se précipite et l'attaque le premier, le repoussant d'un coup de poing fulgurant. Tous les témoins n'en croient pas leurs yeux. Lorsqu'ils le voient mettre hors de combat le frêle voyou de Chan Fu d'un seul coup de poing. Même après avoir été si violemment battu, Chang refuse de se calmer et ordonne à ses hommes de venir se changer. Pendant ce temps, ses hommes tremblent. Voyant ce que Chan vient de faire, Chang se relève et attaque de nouveau notre héros. Mais une fois de plus, il est touché et poignardé, et le sait. Sera mon CV. Il est projeté au loin sans la moindre chance. Voyant leur chef se faire attaquer ainsi, les Sheiks comprennent vite qu'ils n'ont aucune chance et prennent la fuite. Le pauvre 10, témoin de toute la scène, est complètement abasourdi. Il reste bouche bée. Il n'arrive pas à croire que son colocataire, qui vient d'être attaqué, soit devenu si puissant. Chan, de son côté, réalise que, comme dans sa vie antérieure, il peut se transformer à volonté en sa forme originelle. Même au niveau 1, ses statistiques sont suffisamment élevées pour affronter des éveillés plus faibles. Cela signifie que son rang actuel doit être au moins D. Mais il y a une chose qu'il n'a pas encore confirmée. Même après avoir vaincu quelqu'un, le système ne lui a accordé aucune augmentation. Pensant cela, Chan est sur le point d'achever le malfaisant, sous le regard alarmé de tous. À ce moment précis, Langu, la vice-présidente du conseil étudiant, intervient et ordonne à Chang d'arrêter. Elle lui rappelle que même s'il était coupable, une telle correction suffit. Elle l'assure que ce malfaiteur n'osera plus jamais l'embêter, et grâce à cela, notre héros, Ask, le laisse enfin partir. Il recule. Chan se demande pourquoi le conseil étudiant est venu si vite au secours de quelqu'un comme Cheng, qui ne faisait que jouer la comédie et n'avait aucune intention de le tuer. Il sait qu'un tel tyran doit être puni comme il se doit. Sinon, il continuera de s'en prendre aux plus faibles. Chan part alors avec son colocataire, tandis que les brutes l'observent de loin. Elles se disent secrètement qu'elles ne doivent plus jamais songer à provoquer Chan. Le soir même, lorsque l'on tente de raconter aux autres colocataires comment Chan est devenu un redoutable assassin, aucun ne le prend au sérieux. Zong s'évertue à expliquer comment son ami, autrefois si faible, a vaincu Chang si facilement. Mais Zong, un mage nucléaire de rang E, pense que c'est une plaisanterie. Zong, un homme puissant, est une force avec laquelle il faut compter. Zong, son colocataire, lui dit qu'il pense qu'il souffre d'une grave blessure à la tête. Zong poursuivant, disant que tous les quatre sont dans ce dôme parce qu'il est le plus faible, et que rien de ce qu'il fera ne changera cela. Il ajoute qu'il est le plus fort des quatre, Zong et Yusif n'étant que des soutiens. Il grogne légèrement et se dit que Zong ne pourra jamais devenir un assassin. Il est plus confiant que jamais et espère réussir son examen final avant l'obtention de son diplôme. Pendant ce temps, Gontan, le président du conseil étudiant, sort après avoir terminé une séance de mentorat de rang E avec Ling. Il voit son jeune frère toujours là et lui demande ce qu'il fait. Ling se plaint de ne pas pouvoir dormir tranquille tant que l'homme qui l'a agressé est dans les parages. Ling répète à son frère, essayant de le convaincre. Il réparera ses erreurs. Plus tard, à table, le vice-président Tang demande à Ling comment il compte gérer la situation. Ling lui demande si le garçon est vraiment aussi fort que son frère le prétend. Ling explique qu'il sait déjà qu'il y a moins de 10 élèves de rang D dans tout l'établissement, et qu'il les a tous recrutés dans son club. Elle explique que les autres n'ont pas accès à Jésus démon comme lui. Cela signifie qu'aucun humain ordinaire ne peut lui tenir tête. Pendant ce temps, Chan court à toute vitesse, trempé par la pluie. Il s'est fixé pour objectif de parcourir 20 km. Portant un sac à dos de 100 kg,
presque 2 fois son propre poids, il comprend que l'entraînement de base consiste à repousser les limites de la force d'un éveilleur, car un corps robuste est nécessaire pour résister aux puissantes forces divines. En courant, il se souvient que son seul véritable échec a été sa sœur, morte lorsque la colère du lac démoniaque s'est abattue sur le monde des humains. Le lac démoniaque avait tué des centaines d'humains à travers la planète, et sa sœur est morte sous ses yeux. Son objectif principal est de vaincre ce lac démoniaque, car c'est elle qui a déclenché toute cette destruction. Shen se demande sans cesse si le lac démoniaque ne gagne pas en puissance. Avec encore 3 ans avant son arrivée, il doit rattraper son retard de développement s'il veut avoir une chance de gagner. Soudain, sa sœur, Xian, l'appelle. Entendant sa voix après si longtemps, il reste silencieux un instant. Elle explique qu'elle n'a pas pu l'appeler plus tôt car elle était prise par une compétition. Elle ajoute que leur problème de calvitie pourrait être résolu si elle remporte un prix. Tandis qu'elle continue de parler. Chan écoute en silence, puis se détourne, gêné. Il est déterminé à la sauver et à lui offrir la vie qu'elle mérite, cette fois-ci. L'appel terminé, il reprend son entraînement et effectue 3 tours supplémentaires de l'université. Une fois sa séance terminée, il file sous la douche. Il a l'impression de s'habituer peu à peu à ce jeune corps, qui recèle un potentiel immense. Il s'assoit et se met à penser à Demon Jay, un lieu où seuls les riches peuvent accéder pour devenir puissants. Il sait qu'il doit absolument vaincre le monstre. Pris au piège de ce problème, il finit par s'endormir et se retrouve aspiré dans le système de la gourmandise. Il atterrit dans un lieu étrange et se demande s'il ne s'agit pas d'un simple rêve. Pendant ce temps, Long, à la recherche de Chan, se demande où il a disparu. À l'intérieur de cet étrange endroit, Chan aperçoit une immense tour. Mais avant qu'il puisse l'observer attentivement, un groupe de guerriers des nuages de rang chiens de la mort, apparaît, semblant le traquer. Chan craint immédiatement d'être entré dans l'ombre démoniaque et change rapidement de classe. Il décide de s'occuper d'abord des démons et de voir le reste plus tard, puisqu'ils sont apparus de nulle part. Le garçon vainc facilement les chiens, qui aboient sans mordre, et récupère des objets. Il atteint rapidement la tour du diable et fait demi-tour, se disant qu'il a peut-être eu de la chance de se retrouver dans une ombre démoniaque. Soudain, un boss apparaît et Chan le vainc sans effort, le réduisant en miettes. Comme s'il ne faisait rien. Cela lui permet de se réveiller. Les points d'expérience qu'il reçoit du boss sont bien supérieurs à ceux des monstres ordinaires qu'il a vaincus auparavant. Peu après, une marque de combat apparaît sur le corps du boss. Chan se demande ce que cela signifie. Il se souvient du pouvoir de gloutonnerie aperçu plus tôt dans le panneau système et tend la main pour le tester. Le combat est instantanément terminé et le monstre est absorbé par une carte. Chan est surpris de réaliser qu'il peut changer les classes des monstres vaincus. Il comprend rapidement qu'il s'agit du même pouvoir que celui des seigneurs démons, et la pensée qu'il possède désormais la puissance d'un seigneur démon le laisse stupéfait. Normalement, dans ce monde, chacun naît avec une seule classe, à l'exception de quelques rares individus qui peuvent en avoir 2. Mais maintenant, Chan pouvait avoir autant de classes qu'il le souhaitait. Que est-ce que cette tour démoniaque qui se dresse devant lui? Ces questions se bousculent dans son esprit. Soudain, une illumination le frappe. Il aperçoit un démon brandissant 2 épées de rang S. Le démon est manifestement de rang S. Chan n'a donc aucune chance de le vaincre. Il sait qu'il est largement inférieur en puissance. Pourtant, prenant un risque pour sauver sa vie, il invoque l'épée de foudre et se prépare au combat. Étrangement, le démon connaît son nom. Le combat s'engage. Mais il est clair que le démon ne fait que jouer avec ses HAN. Daemon évite délibérément de frapper les points faibles et le frappe sans relâche. Après avoir poussé Chan à bout, Daemon finit par céder et lui propose de défendre la tour démoniaque à ses côtés s'il veut vivre. Face au refus de Chan, Daemon le poignarde violemment au bras. Il le menace de mort, expliquant qu'il a eu la vie facile jusqu'ici. Simplement parce que Chan est le seul à pouvoir atteindre cet endroit.
Daemon le supplie de reconsidérer sa décision. Mais Chan refuse, refusant de perdre espoir. Courageusement, il avance. Prêt à l'achever, et attaque de nouveau. Pendant tout ce temps, il a observé les actions de Daemon. Il a appris à se préparer 0,4 secondes avant chaque attaque. Il sait qu'il peut utiliser ce court instant pour observer attentivement l'angle du poignet du monstre et s'échapper juste à temps. De plus, il a découvert un délai de récupération de 0,2 secondes qui lui offre une petite mais cruciale fenêtre de tir. Lorsque le démon est vulnérable, et il exploite cette opportunité pour viser son cœur. Il réussit également à exécuter ce mouvement périlleux. Il est pleinement conscient qu'un monstre de rang D comme lui ne peut pas vaincre complètement un monstre de rang S. Son objectif principal est donc de paralyser le démon suffisamment longtemps pour lui donner une chance de s'échapper. Il s'exécute et court vers la seule lumière qu'il aperçoit, espérant que ce soit l'unique issue. Mais à peine l'atteint-il que la lumière disparaît soudainement. Daemon lui révèle alors qu'il s'agissait d'une supercherie et que l'esquite auquel il pensait n'est nulle part. Il explique ensuite que cet endroit n'est pas un repère de démons. Néanmoins, il félicite le garçon d'avoir rapidement décelé les failles de son raisonnement. Daemon se révèle finalement être le démon du purgatoire et affirme à Shen que c'est lui, véritablement, qui peut encore espérer. Tandis que Shen examine attentivement le corps du démon. Il réalise soudain avoir déjà vu cette forme sur les ondes de la radio démoniaque. Notre héros se souvient du combat qui a tout bouleversé, son dernier affrontement avant sa régression. Son ennemi n'était pas un démon ordinaire. Lors de leur rencontre, la créature s'est d'abord transformée en Dredagon, puis à plusieurs reprises en un monstre terrifiant de classe 2, un monstre de haut niveau. Il utilisait du magma, des perles empoisonnées et des éclairs encore plus puissants que les siens. De tous les changements, celui qui attira le plus son attention était la forme qui ressemblait très au démon qui se tenait maintenant devant lui. Un frisson le parcourut. Chaque transformation devait être liée au pouvoir du lac démoniaque d'invoquer la puissance du diable. Car cette puissance résidait désormais en lui. Le démon qu'il voyait n'était donc que le pouvoir de la gourmandise, absorbé par son corps. Le démon fut véritablement impressionné par sa perspicacité. Il déclara à Shanti qu'il méritait amplement d'hériter du pouvoir de cet univers tout entier. Shanti fronça les sourcils, surpris. Il ne comprenait pas ce qu'il entendait par « tout dans le monde ». Soudain, une clé du vide doré apparut dans la main du démon. C'était le seul moyen d'entrer et de sortir de la grande tour derrière lui. Daemon expliqua que le lac démoniaque avait dévoré tous les monstres puissants et que protéger la tour abritant les plus redoutables était son devoir sacré. Pourtant, il décida de la lui confier. Le démon voulait qu'il dévore ses démons, devienne plus fort et accomplisse sa mission à sa place. Qui viendra à son secours? La créature explique alors que même dans le monde des démons, il y a des bons et des mauvais. Un monstre, par exemple, a massacré tout son clan par pur plaisir. Comme si un bain de sang macabre n'avait d'autre but que de divertir. Depuis ce jour, il attend l'occasion de se venger. À présent, il sent qu'il a trouvé celui qui peut exaucer son vœu. Il confie à notre garçon que quelqu'un avait raison, il est leur meilleur espoir de changement. Chan demande aussitôt de qui il s'agit. Le démon répond simplement que toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de la tour. Il parle d'un ton mystérieux, tel un vieux sage. Dans un dernier souffle, il lui transmet ses dernières forces. En échange, le démon lui ordonne de devenir l'homme le plus puissant de la planète. Dévorer toutes les bêtes féroces qui rôdent dans la tour ne sera pas une mince affaire. Chacune d'elles représentera un défi redoutable. Le démon lance un ultime avertissement, seuls ceux qui nourrissent une soif insatiable de pouvoir peuvent atteindre le purgatoire, digne de la puissance du Rakshasa. Cela lui donne le courage d'anéantir tous les rois démons. Son corps se transforme alors en une sphère lumineuse qui devient 6. Il s'élève instantanément 8 fois, et 2 des épées démoniaques lui échappent des mains. Sans hésiter, il
accepte la mission. Il jure d'exaucer le dernier vœu du prétendu guerrier stellaire, comme promis. Outre l'amélioration de ses statistiques, il acquiert le pouvoir d'affronter les morts-vivants et les démons, et même de défier la gravité. Au matin, il ouvre lentement les yeux. L'aube se lève en lui. Comme chaque jour. Il se redresse brusquement lorsqu'un bruit sourd résonne dans la pièce. Ses colocataires sont déjà en train de se préparer et le pressent de se dépêcher s'il veut être à l'heure. Constatant que son corps est intact, il se demande si tout ce qu'il a vu n'était qu'un étrange rêve. Mais ses nouvelles statistiques révèlent que ce n'était pas le cas. Tout était réel. Après être passé de 2 à 10 en une nuit, il s'interroge sur son rang. À ce moment précis, son colocataire se met à le railler. Il raconte comment quelqu'un l'a encensé sans vergogne la veille, vantant sa vitesse et sa force incroyable. Mahou jette un coup d'œil discret depuis un coin de la pièce, feignant de n'y être pour rien. Quoi qu'il en soit, son colocataire lui demande de fournir des preuves lors de l'évaluation de classement. Celle-ci déterminera qui est assez fort pour porter le titre de Domling. En partant, il annonce fièrement à ses sujets, qui se font appeler Domluking, que chaque rang est divisé en 3 parties distinctes. Ainsi, même s'ils ne sont que des simples rangs E, il est au moins au-dessus des perdants du deuxième rang le plus bas. En fier rang E, il se pavane, car l'écart entre chaque niveau est considéré comme très important. Épuisé et trop sûr de lui, le plaisantin déclare se sentir si puissant qu'il a dû monter d'un niveau après la dernière évaluation. Furieux, Mahou ordonne à notre garçon d'arrêter de plaisanter et de se donner à fond pour atteindre au moins le rang des aujourd'hui. Voilà qui pourrait bien faire taire Dom Lankang, pour une fois. Bientôt, les garçons arrivent là où tout le monde est rassemblé, fébrile, pour le rassemblement. Les voyous entrent comme s'ils étaient chez eux et agressent quiconque les regarde de travers. L'orgueil arrogant de Dom Lankang s'évapore, comme celui de son père, à leur vue. Mais regardez. Les voyous, tout comme lui, perdent leur courage. Soudain, ils s'inclinent respectueusement devant Frère Chan sans la moindre hésitation. Ses camarades commencent peu à peu à comprendre que ce que Mahou a dit n'était peut-être pas complètement absurde. Notre héros ignore ces imbéciles et se contente de vaquer à ses occupations. Puis un nouveau venu fait son apparition. Un type qui se prend pour un justicier. Jian, membre du conseil des élèves, l'avertit gentiment. Il semblerait que le président du conseil. Il a eu l'audace de lever la main sur son petit frère adoré. Tous les amis de Chan se sont immédiatement enfuis et cachés. Ils sont terrifiés par Jean, qui fait tout le sale boulot pour le président du conseil des élèves. Ses colocataires ne comprennent pas pourquoi ce monstre de seconde zone s'en prend soudainement à notre garçon. Il s'approche droit sur ses HAN. Le fidèle laquais du président se vante de pouvoir reconnaître les puissants à leur acuité, et là, Chan passe juste pour un pauvre type, un faible, un raté. Flatté par cette insulte, notre garçon réplique sans broncher. J'en perds complètement la tête des cons. Le traite de chien. Avant que la bagarre n'éclate, le maître du gros toutou lui ordonne de se calmer pour éviter un scandale. Après quelques recherches, il découvre que c'est son petit frère qui a commencé. La raclée est de sa faute, il a levé la main sur un homme plus âgé. Après avoir avoué cela avec l'aide de quelqu'un, le président le foudroie du regard, comme s'il était touché au vif. Mais notre héros ne bronche pas. Soudain, un professeur annonce le début de la cérémonie d'évaluation des rangs et demanda tous les étudiants présents de s'avancer lorsque leur nom sera appelé. À ces mots, le président ordonna son homme de main de s'en aller. Il pense que ce n'est pas la première fois et qu'après cette intimidation, Chan ne causera plus de problème. Pourquoi? D'en haut, un homme, Ben Arianvi, demande à la présidente pourquoi elle assiste à la cérémonie de classement aujourd'hui. Il se demande si un nouveau venu a attiré son attention. La femme se détourne lentement et déclare que l'année s'annonce intéressante. Bientôt, le nom de Shangzhou est appelé. Domino se sent un peu nerveux en franchissant la porte. L'atmosphère de l'autre côté change du tout au tout. Observez les évaluations se dérouler une à une.
Au sein d'un fragment démoniaque spécifique. À l'intérieur, un cœur démoniaque, connecté à la voix. Mesure le rang et le potentiel d'un éveilleur en absorbant son énergie. Lorsque l'éveilleur libère toute sa puissance, il est capable de percevoir la sienne. Le signal est renvoyé sur Terre. Les résultats de l'évaluation sont révélés. Le rang de Domingan est inchangé. Mais le professeur est surpris de constater que son potentiel est plus élevé que prévu. Mahong examine attentivement les chiffres. Après une longue attente, le potentiel maximal de Shangju n'est que C. Lingan sort, abattu, réalisant que la progression qu'il avait imaginée n'était qu'une illusion. Ses camarades tentent de le consoler, lui disant qu'ils sont tous dans le même bateau. Ils sont bloqués au rang E et ne peuvent atteindre que le rang C au mieux. Peu après, le subalterne du président sort de la salle de classe. Il est toujours au bas du rang D, mais il a le potentiel pour atteindre A. Les camarades de Chan perdent tout espoir, ayant déjà vu une dizaine d'étudiants atteindre le rang D. Les professeurs sont tous stupéfaits qu'autant d'étudiants aient déjà atteint le rang D. Pour les étudiants qui n'ont pas connu de véritable combat, sortir du rang E est difficile. Fou de joie, ils appellent l'étudiant suivant, le président sur lequel reposent tous leurs espoirs. Tous les regards se tournent vers Gong Tong, l'élève déjà maître mondial, qui monte sur scène. Notre garçon reste calme et attend patiemment les résultats. À Akadumi, tout le monde sait que Gontan était classé des inférieurs il y a 2 ans. Le record de la meilleure note à Akadumi était un des moyens. Alors, on se demande si le président va battre ce record. Au sein du chaos démoniaque, les yeux des chapeaux démons s'ouvrent lentement. Sa présence. Le président ne peut pas déployer toute sa puissance. Mais il brûle d'un désir ardent de quitter la cérémonie de remise des diplômes en beauté et d'inscrire son nom dans l'histoire comme le numéro 1. Lorsque le professeur 6 voit sa note de potentiel briller comme de l'or, il cligne des yeux de surprise. Leurs soupçons se confirment, car le rang des élevés de Gontan les surprend complètement. De plus, la foule explose de joie, témoin du premier rang S potentiel de l'histoire. Les sbires du président ne cessent de louer leur patron. Ils assistent au mariage. Les professeurs murmurent entre eux que cette nouvelle doit être immédiatement transmise à l'administration. Ils doivent veiller tout particulièrement sur leur candidat de rang S. Ils doivent s'assurer qu'il ne quitte pas le pays. De plus, il est le plus jeune étudiant jamais admis à la guilde des mannequins AK. Sa naissance fera certainement la une des journaux. Apparemment, la directrice Yuan l'on sait que la vice-présidente Lingu était au courant de son potentiel. C'est pourquoi elle est venue assister à la cérémonie. Mais elle pimente les choses en déclarant qu'elle n'est pas venue uniquement pour le voir. Outre le président exubérant, un autre étudiant les intrigue davantage. Juste à temps. Ce même étudiant est ensuite appelé sur scène. Jin a une idée lumineuse et décide de taquiner l'ivrogne mystérieux, lui disant de ne pas finir comme ses colocataires, un autre bon à rien de rang E. Il ajoute que s'il le fait, il deviendra la risée de tous, et que cela ne sert à rien de venir à un événement aussi important. L'on soutient son ami et déclare avec audace qu'il va surprendre tout le monde. La foule retient son souffle. Même si Chan est le seul à intégrer la maison des démons. La pression est immédiatement palpable. À mesure que Chan approche, notre héroïne se rapproche elle aussi. Elle se souvient que le meilleur moyen pour un éveilleur d'avoir un avenir prometteur est de rejoindre une guilde prestigieuse. Elle sait qu'il n'y a qu'une seule façon d'y parvenir, réussir l'épreuve de combat de fin d'études, où les candidats doivent sélectionner les membres de leur choix pour former une équipe de 10. L'équipe gagnante est directement admise dans la plus grande guilde impériale du pays. Le but de cette épreuve est donc clair pour tous. Chan commence le recrutement et présente son supérieur à 2 autres joueurs de rang D, tout en annonçant à Gus que leur équipe est désormais au complet. Il explique que leur équipe compte déjà des joueurs de rang Saredi et le frère du président, rendant impossible la perte de la première place.
Chan comprend que les élèves les plus forts finiront par s'unir pour former l'équipe la plus puissante, tandis que les plus faibles feront d'eux même, créant une impitoyable loi du plus fort où les faibles sont éliminés sans hésitation. Au bout d'un moment, l'on commence à s'inquiéter de l'absence de changement sur l'écran, et la foule suppose rapidement que Chan est si faible que le système ne parvient pas à enregistrer correctement sa présence. Il explique alors à Li Tang que les autres élèves ne sont que des bons à rien et qu'ils devraient partir sans plus tarder. Mais au moment où il s'apprête à partir, l'écran clignote soudainement, affichant un rang des élevés, ce qui provoque la panique générale. Le président partage également ce résultat inhabituel avec le conseil des élèves, qui est tout aussi surpris. Cependant, le système détecte rapidement une anomalie. Chan utilise alors le système pour vérifier son classement réel lors des évaluations, en se basant sur ses statistiques de base de niveau 10. Voyant le rang D, il change de classe pour « Chance mortelle infinie », sa classe de combat la plus faible jusqu'à présent. Le rang passe immédiatement à D élevé, Salm C, stupéfiant la foule. Le conseil a du mal à croire que la machine fonctionne encore correctement. Même les scientifiques commencent à s'interroger, se demandant pourquoi les résultats changent constamment, et bientôt ils se demandent si la machine est vraiment irrémédiablement endommagée. Mais soudain, un dysfonctionnement apparaît dans le chapeau démoniaque, et le démon se met à bouger. Les résultats sont à nouveau rendus de façon étrange. Chan le remarque et décide de passer à une classe supérieure. Il devient comme un gardien du purgatoire. Le cœur démoniaque panique, tandis qu'une violente tempête éclate à l'extérieur de la maison démoniaque, et Jean s'écrie de surprise. Il dit que c'est un signe céleste, indiquant que l'histoire est en train de changer car leur dortoir a engendré un monstre quasi divin. La puissance suivante atteint le rang S, laissant. Ils sont stupéfaits par ce qu'ils viennent de voir, mais le système affiche soudain un avertissement, le potentiel de l'utilisateur dépasse ses limites et ne peut être détecté pour le moment. Son cerveau est sur le point de s'éteindre, comme un écran bleu de la mort, tandis que son âme est sur le point d'être expulsée de son corps. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que le système cède sous l'immense pression. Les scientifiques se précipitent, paniqués, pour s'assurer que l'étudiant n'est pas blessé. Mais lorsqu'ils arrivent enfin, ils sont figés par le choc. Ils trouvent un rasoir desséché à l'endroit où se trouvait le chapeau. Car il était parfaitement conscient. À force de l'utiliser, il devient clair que la chaîne l'a peut-être un peu trop effrayé. Néanmoins, il l'avale et acquiert le pouvoir de voir le rang de chacun et d'être averti des dangers environnants. Il émerge de la tranche démoniaque et ressent la puissance du démon. Il est agréablement surpris de voir le rang de chacun apparaître devant lui. Mais il constate rapidement que même le président a atteint son véritable potentiel et n'est finalement qu'un simple grade. Le scientifique apparaît soudainement et annonce à tous que le cœur démoniaque a subi une crise cardiaque due à la pression extrême. Par conséquent, les tests sont interrompus. Il qualifie les étudiants de Chan d'erreur et annonce que le rapport complet sera transmis à la hiérarchie pour enquête. Les étudiants restants sont priés de revenir le lendemain pour leurs évaluations, un nouvel appareil de test étant prêt sans problème. À leur départ, les camarades de Chan se mettent à le couvrir d'éloges et à le traiter comme un grand héros pour son exploit. Jin, visiblement incapable de se contrôler, traite Chan de tricheur et exige des dédommagements pour avoir endommagé la machine. Et fait perdre son temps au conseil. La patience de Chan s'épuise et il s'apprête à tuer l'homme sur le champ. Tang intervient et arrête immédiatement Jian. Le président le met en garde contre toute insulte envers son coéquipier. Jian est sous le choc, et Tang lui tend la main et l'invite à rejoindre son équipe. Il déclare avec assurance qu'ensemble, ils deviendront sans aucun doute la plus grande force de l'histoire. Jian s'emballe après Chin, sachant que quelqu'un devra être écarté de l'équipe pour lui faire une place, ce qui mènera inévitablement à une dispute entre les frères. Selon lui, intégrer l'équipe de Tang lui garantit sans aucun doute la première place. Il se demande donc ce que Chin a de si
spécial, alors que d'autres, malgré leurs efforts, n'ont pas réussi à se faire une place. Affichant son arrogance, il invite Chan à contre-cœur à rejoindre l'équipe, posant la main sur l'épaule de Héros. Trahissant clairement son hésitation. Chan retire aussitôt sa main et déclare sans embâche qu'il n'a aucune envie de les rejoindre. Cette réponse fait transpirer Giant à grosses gouttes, tandis que Latan observe la scène en silence, impassible. Giant s'emporte contre Chan et lui reproche son inconscience, alors que leur équipe est classée première du classement général sans la moindre concurrence. Chan lui tourne le dos et s'éloigne, affirmant que cela ne le regarde pas et que le groupe est trop occupé pour s'attarder sur une seule remarque. Il leur ordonne de le laisser tranquille. Et après ce refus humiliant, Jian est submergé par la colère et la haine. Bientôt, toute la communauté ne parle plus du refus de Chan, et la plupart des élèves pensent qu'après avoir vu ce classement C, il veut lui-même s'emparer de la première place. La communauté a maintenant un spectacle à se mettre sous la dent. Tandis que le drame commence, les colocataires de Shen savourent l'humiliation totale sur les visages de Jian et Litan. Après ce rejet public, le président Shanti dit à Cell Géant de ne pas s'inquiéter si Chan a des doutes, car lui-même reste imperturbable. Pendant ce temps, le principal, qui a observé toute la scène, soupire de profonde déception car l'équipe a refusé de se former comme il l'avait prévu. Il voulait qu'ils établissent un nouveau record de chaussures ensemble. Mais Ling insiste sur le fait que cela. Elle explique que Tang a grandi dans une famille aisée. Par conséquent, un tel refus serait sans aucun doute perçu comme une déclaration de guerre. Elle rappelle au principal que leur président n'est pas du genre à se laisser faire après une telle humiliation. Jian continue de se plaindre et affirme que l'ego de Chan est devenu démesuré. Le classement de Selji n'était dû qu'à une erreur lors d'un examen. Mais Tang souligne que le résultat n'est peut-être pas erroné. Il est convaincu que, même si les chances sont minces, il ne laissera personne lui ravir sa première place. Jian se souvient alors que Chan est probablement un élève turbulent sans expérience du combat. Tandis que le conseil est composé de personnalités influentes qui se sont entraînées en secret dans une enveloppe démoniaque pour atteindre leur position actuelle, il suggère d'aller donner une leçon à Chan pour son insolence. Mais Ling l'interrompt et lui demande si leur président est assez mesquin pour faire une chose pareille. Jian réalise immédiatement son erreur et s'excuse. Cependant, Ling annule ses projets de carrière et ordonne à Jian de se débrouiller seul, sans aucune supervision. Il déclare froidement n'avoir rien à voir avec les agissements de Jian, ce qui déplaît fortement à ce dernier. Jian comprend immédiatement le message, sans autre explication. Une dizaine de minutes plus tard, un bébé s'approche de Jian et l'informe que Chan a quitté les toilettes. Il a dit devoir rentrer chez lui un instant. Il ajoute que Chan est parti sans manger, ce qui rend la situation encore plus délicate. Jian y voit un signe divin et s'enthousiasme à l'idée de l'affronter, dans un lieu où aucune restriction ne s'impose. En marchant dans la rue, Jian se souvient d'une vie antérieure où un homme de grande valeur avait relevé un défi de taille. Il tentait de s'emparer d'un fragment démoniaque dans la région du comté de Saint-Hé. À l'intérieur de ce fragment se trouvait un monstre nommé un rat, une créature jamais vue auparavant, celle qui avait anéanti toute l'équipe du pic sans le moindre combat. Ce monstre s'était ensuite échappé dans le monde des humains, semant la terreur partout où il passait, même si le souvenir de cet événement reste vivace. Chan est déterminé à retrouver ce fragment démoniaque de son vivant. Pour mettre son plan à exécution, Chan a besoin de beaucoup d'argent. Aussi, sans hésiter, il se dirige vers le centre d'échange des monstres de la milice. Il se souvient que ce centre, sous l'égide du monde de la milice, deviendra à l'avenir la plus grande plaque tournante du commerce de matériaux du pays. Dans ce monde, la force d'un éveilleur est déterminée par la qualité de son équipement et de ses armes, et le marché est crucial pour l'achat et la vente de ces objets. Mais pour Chan, cet endroit n'est qu'un moyen de gagner de l'argent rapidement et facilement. Avant de se consacrer à ses objectifs plus ambitieux, il entre directement et tend des dents au courtier, qu'il est
examine attentivement avec suspicion. Il lui demande comment un étudiant comme lui a pu se procurer une telle chose. Chan explique calmement qu'elles sont tombées du monstre qu'il portait. Le courtier, surpris, affirme n'avoir jamais rien vu de pareil. Mais son assistante intervient et explique que ces dents appartiennent à des monstres de classe E appelés sens bestiaux. Elle lui rappelle que les archives indiquent que ces dents peuvent être transformées en sceptres de type nuage de niveau E ou réduites en poudre pour obtenir divers matériaux. Le courtier arrogant coupe la dent en deux et la repose sur la table. Il affirme que les objets de catégorie E n'ont de toute façon que très peu de valeur. Il se vante que son bureau de change fonctionne selon un système VIP, où il ne traite qu'avec des individus éveillés jouissant d'un statut social élevé. Il explique qu'il ne s'occupe que d'objets dégradés et supérieurs, justifiant ainsi son ignorance totale des objets de catégorie E. Il déplore intérieurement le manque récent de clients de haut niveau et ne voit aucun intérêt à traiter avec un client de deuxième catégorie, car cela n'améliorera en rien ses chances de promotion. Il balaie la situation d'un revers de main, la jugeant inutile, et, sans réfléchir, confie la tâche à son assistante en s'écartant. Celle-ci tend nonchalamment à Chan une enveloppe contenant de l'argent liquide et lui demande s'il a besoin d'aide pour. Bon, pour l'instant, son problème de loyer sera réglé sans trop de difficultés. Il sort alors la grande épée lumineuse qu'il a obtenue du démon Purgatari, désormais une épée, qui attire immédiatement son attention. Bien qu'elle n'ait jamais rien vu de pareil, elle suppose qu'il s'agit au moins d'un objet de qualité. Voire à tout au plus. Le courtier lève les sourcils et balaie son affirmation d'un revers de main, la qualifiant de simple vœu pieux, car les objets de qualité coûtent généralement 10 lakhs de roupies. Il explique avoir travaillé dur dans ce domaine et n'avoir jamais rien vu d'aussi précieux. À ce moment précis, le propriétaire de la boutique arrive et déclare calmement que l'objet en question n'est ni de qualité A ni de qualité B. Le courtier félicite son patron pour son œil de lynx et dit qu'il savait déjà qu'un simple étudiant ne pouvait pas posséder un objet d'une telle valeur. Mais le propriétaire explique que l'arme provient manifestement du pays du purgatoire et précise qu'il s'agit, en réalité, d'un objet de qualité S. Le courtier et son assistant sont tellement stupéfaits qu'ils en perdent presque connaissance. Leur visage se fige sous le choc. Le propriétaire prend immédiatement la main de Chan et le salue avec le plus grand respect, comme un invité de marque. Il l'invite ensuite à le rejoindre dans le salon VIP, l'encourageant à exprimer ses souhaits sans hésitation. Chan, satisfait, voit enfin la Chanju, le propriétaire, comme prévu. Une fois installé dans le salon, le grand patron lui demande combien il veut vendre l'arme. Notre jeune homme annonce aussitôt 1 million, ce qui surprend l'homme aux cheveux verts. Ross lui explique qu'elle pourrait se vendre plusieurs millions, vu sa valeur. Mais Chan lui répond qu'il veut simplement hypothéquer ce Great Swede pour un prêt d'1 million de dollars. Sur un mois. L'homme est encore plus surpris, car il réalise l'intelligence de Chan et se demande qui il est vraiment. Chan précise qu'il remboursera la somme dans 30 jours et les intérêts le mois suivant. Avant de répondre, le chef de guilde demande à la jeune fille de partir afin que les anciens puissent discuter affaires. Une fois la situation éclaircie, l'homme révèle que Chan vient de l'université nationale des éveilleurs, où les étudiants de dernière année sont sur le point d'obtenir leur diplôme. Il précise que l'examen final aura lieu dans 30 jours et que la récompense s'élève à 1 million de roupies. L'homme demande alors directement à notre héros s'il est absolument certain de réussir l'examen. Le chef de guilde, faisant preuve d'un sens aigu des affaires, comprend que Chan a désespérément besoin d'argent et ne serait pas venu ici si ce n'était pas son dernier recours. Finalement, il annonce qu'il lui remettra immédiatement 1,5 million de roupies. Il lui tend la main sans la moindre attente. Se retournant, il déclare que ce sera le début d'une belle amitié. Chan est stupéfait. L'homme lui assure qu'il ne laissera rien sortir de cette pièce. Il ajoute simplement que chaque fois que son fils voudra faire d'autres affaires, il pourra venir dans ce monde. Chan se dit que cet homme avait tout compris si facilement. Pourtant, il n'avait pas cherché à le tromper.
Il comprend maintenant pourquoi World Boss deviendrait un personnage si important. Notre garçon lui serre à nouveau la main et pense que pour vaincre Demon Rod, il lui faudra des forces considérables. Il aura besoin de cela aussi. Peu après, le contrat est conclu et l'argent est immédiatement crédité sur son compte. World Boss lui demande alors s'il a besoin d'une arme pour le Tour de France, car il vient de tenir sa promesse. Il ne veut pas abandonner. Il veut être le meilleur du Tour de France. World Boss fait partie du corps. Même s'il ne possède aucun équipement de rang S, il a accès à un large choix d'équipements de rang A de haute qualité. Shen le rassure. Puis, il invoque simplement une autre grande épée, celle qu'il avait obtenue précédemment. Les membres de la guilde Zissel sont stupéfaits. Sur ce, notre garçon s'en va. Le chef de la guilde nomme aussitôt la jeune fille aux cheveux roses superviseur. Avant que Chan ne puisse partir chercher un client. Il fait demi-tour. Quelques heures plus tard, il se retrouve devant un arrêt de bus. Dan et de Dex. Appelez-moi. Il se souvient que dans sa vie antérieure, il avait lutté pour réussir et que les gens le traitaient comme un moins que rien. Il avait enchaîné les heures supplémentaires pour joindre les deux bouts. Les deux frères et sœurs vivaient comme des sans-abri chaque mois. Malgré tout, son équipe de rêve avait réussi à entrer à l'université. Mais il l'avait quitté, se disant que le campus était trop loin de son frère adoré. En réalité, elle l'avait accablé d'argent. Revenant au présent, il se demande pourquoi elle n'est pas encore arrivée et regarde autour de lui. Soudain, une voix l'interpelle, le traitant d'imbécile pour avoir cherché une issue près de l'entrée. Tirant sur sa grosse valise, elle lui explique qu'elle est de nouveau dans un état lamentable, car les voleurs ont tout saccagé. Mais notre garçon reste figé, sous le choc, cela fait 7 ans qu'elle ne l'a pas vu. Elle lui demande de l'aider avec ses bagages. N'obtenant aucune réponse, elle agite la main devant lui, tentant de le ramener à la raison. À cet instant précis, Chan s'avance brusquement et la serre fort dans ses bras, là. Surprenant. Après quelques vers échangés dans une atmosphère pesante, elle utilise sa technique de Paul Kang, interdite, pour se dégager de son étreinte. Elle le réprimande pour l'avoir presque étranglé. Elle lui confie qu'il se comporte étrangement ces derniers temps et se demande si son coup de cœur l'a enfin invité à sortir. Mais il balaie la question d'un revers de main. Il s'éloigne ensuite, tandis qu'elle continue de parler de ses récompenses. Chan, ravi d'entendre tout cela, se jure de ne jamais laisser quoi que ce soit lui arriver. Là-bas, dans un fossé, des hommes de main attendent quelque chose. Après s'être assuré que notre héros passe, il partira. Jian ordonne à ses hommes de rester cachés jusqu'à ce que leur cible soit localisée, puis de l'attaquer tous ensemble. Le visage déformé par la colère, il se promet de punir cet homme pour ses actes. L'un des hommes de main lui demande s'il sera contrarié si la situation dégénère. L'assassin des nuages lui confie qu'il voulait initialement donner une leçon à cet homme, mais que leur récente rencontre l'a rendu furieux. Se souvenant des insultes de Chan, il ordonne à ses chiffonniers de lui laisser quelque chose et jure de donner à notre héros une leçon inoubliable. Il se vante d'être le meilleur assassin des nuages, et l'idée de la tête qu'il fera de sa cible le fait saliver. Revenons à notre héros, pourquoi Yoon lui fait remarquer son comportement étrange et se demande si c'est à cause des albums. Il balaie la question d'un revers de main, disant qu'un faible comme lui ne devrait pas se prendre la tête. Sa sœur lui rappelle qu'elle lui a toujours dit d'aller de l'avant coûte que coûte et de laisser le reste au destin. Tentant de le réconforter, elle se met à chanter une chanson motivante. Alors qu'il tombe dans la rivière, Shen est agréablement surpris qu'elle ait remarqué son changement si rapide. Mais elle comprend qu'il n'a pas réalisé qu'il a déjà gagné sa vie et qu'il est riche. Il répond avec assurance qu'il va bien. Elle se demande si ce n'est pas simplement sa folie qui s'exprime. Yoon secoue la tête, pensant que son frère est enfin en train de devenir un homme. Pendant ce temps, un voyou au loin informe Jian que l'heure
Cible est une fille. Cela excite l'homme, car personne n'est mort dans la rue et Chris Hassan ne l'est. A pas encore arrêté. Mais notre garçon reconnaît immédiatement leurs intentions maléfiques et réalise qu'il s'agit des mêmes salauds du conseil des élèves. Sortant des AirPods de marque. Inconnu, il les met aux oreilles de sa sœur et lui demande d'écouter une chanson qu'il a récemment commencé à apprécier, ce qui le surprend car il n'écoute jamais de musique. Elle décide de l'accompagner pour mieux le comprendre. Il se retourne et regarde le ciel avec colère. Les voyous avancent lentement, tandis que la chanson joue en fond sonore. Le combat commence enfin. Alors que les voyous avancent. 7 ans se sont écoulés depuis la disparition de sa famille, et il vient de la retrouver. Fou de rage, il est persuadé que ces gens ont puisé leur courage dans un chapeau de magicien et se ruent sur eux. À la vitesse de l'éclair. Notre héros assène un coup de pied au premier, le repoussant violemment. Tandis que les autres se mettent à transpirer à grosses gouttes. Puis, il charge son poing et offre d'un coup de poing à 3 personnes. Il achève le 4e d'un puissant coup de genou. Un courageux éboueur tente de l'attaquer, mais Chan lui saisit la main et la lui brise comme une éponge. L'homme hurle, mais reçoit un coup de poing fulgurant en plein nez. Voyant ses camarades s'agiter autour d'eux. Lui, Jian reste figé, surpris, se demandant comment notre garçon est devenu si fort. Mais ce n'est pas tout, il continue d'enchaîner les coups de poing en avançant vers Claude Assalson. Lorsqu'il l'atteint. Enfin, Jian tente de se convaincre qu'il est le plus fort des Assalsons et qu'il ne perdra pas. Mais, fidèle à sa nature bienveillante, notre héros le ramène à la réalité d'un coup de poing dévastateur qu'il envoie valser en arrière. Mais il ne s'arrête pas là. Il se rue sur lui et lui assène une série de coups de poing qui lui brisent plusieurs dents. Claude Assalson s'écrase au sol comme une feuille qui tournoie. Et percute un mur. Il tente d'ouvrir les yeux, mais il ne voit que de la lumière et le diable en personne. Qui le fixe. Notre héros se tourne alors vers Jian, qui a perdu tout respect, et lui rappelle qu'il avait déjà dit à cette racaille de rester loin de lui. Directement au cœur du problème, il demande à cet homme immonde s'il est incapable de comprendre quoi que ce soit d'humain. L'homme est tellement hébété qu'il ne se reconnaît même plus. Il ne sent plus ses jambes et la moitié de ses membres sont brisés. Il comprend qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne. Il parvient à peine à s'excuser. Il le réduit au silence en le saisissant par le col et en lui pointant un poignard sur le visage. Monsieur le meilleur assassin le regarde droit dans les yeux. Il n'hésite pas à tuer. Il n'a pas non plus l'air d'un étudiant ordinaire. Jin se demande quel genre de problème a pu transformer un homme en un monstre comme Chan. Animé d'une haine froide. Il ordonne à Chan de bien se souvenir de ses paroles. S'il ne veut pas revivre ce cauchemar, il n'hésitera pas à les réduire en miettes la prochaine fois qu'il commet une nouvelle bêtise. C'est son dernier avertissement. Puis, pour appuyer ses propos, il ajoute un point, s'il s'approche à moins d'1 kilomètre de sa sœur, il éliminera avec plaisir tous leurs proches, un par un. Il la poignarde ensuite et retourne auprès d'Euni avant la fin de la chanson. À la fin de celle-ci, sa sœur est submergée par l'émotion. Elle pleure, bouleversée par ses paroles empreintes de tristesse et de solitude. Elle pleure, déchirée par la pensée de ce que son frère a dû endurer pour en arriver là. Elle se demande aussi si son aide n'a pas suffi à l'époque. Déterminée, elle se tourne pour le gronder, mais s'arrête net. Son regard se pose sur le cadeau qu'il tient à la main. La chaîne en or étincelante dont elle a toujours rêvé est là, sous ses yeux. Euni rayonne de joie. Elle n'en revient pas que son frère lui ait offert le tout nouveau stylo magique. Holographique. Il coûte plus cher que leur loyer mensuel. Sa douce réaction le touche profondément. Son visage trahit clairement qu'elle ne veut pas le rendre. Même si elle ne peut pas payer le loyer. C'est la chose à faire. Le poing serré dans le dos, Chan se jure en silence que cette fois, il protégera sa sœur et fera en sorte qu'elle vive dans le monde de ses rêves. De retour à la maison, sa sœur passe des heures à créer des images holographiques dans les airs. Le grand frère savoure tranquillement
C'est ramène maison et se dit heureux qu'elle soit contente du cadeau. Pourtant, il est contrarié qu'elle dépense autant alors qu'ils n'ont même pas de quoi payer le loyer du mois prochain. Il lui adresse un sourire fier et lui annonce. Son petit commerce avec son ami marche très bien ces derniers temps. Mais Yoon, perspicace, le regarde d'un œil méfiant. Elle ne croit pas à son histoire de réussite facile. Après ces mots, elle ne lui pose plus de questions. Elle ne se souvient même plus depuis combien de temps son frère aîné avait ri. Avec autant de clémence. Elle lui tapote doucement l'épaule et lui fait une simple demande, quoi qu'il fasse. En secret, il doit veiller à ne pas s'épuiser. Pendant ce temps, dans une pièce silencieuse, le président Ling partage une nouvelle bouleversante avec son cousin. Le meilleur ami de la ville lui annonce que Monsieur Top Assassin est si gravement blessé qu'il risque de ne pas s'en remettre. Plus de la moitié de ses os sont irrémédiablement brisés. Le président n'aurait jamais imaginé qu'il puisse affronter Shen. Mais l'état horrible de son corps après le combat est encore plus choquant. Son cousin réagit froidement. Il se réjouit simplement que l'implication des brillants étudiants diplômés qui rejoignent son équipe soit désormais moindre. Mais le président est tout aussi impitoyable. Il répond qu'il se débrouillerait mieux sans ce PNJ encombrant. Son oncle et le directeur du recrutement du mannequin Aka prennent alors la parole. Gongxian fait calmement son rapport sur les actions de notre héros. Son enquête complète sur l'incident survenu lors de la cérémonie de classement est enfin arrivée. Les résultats sont sans équivoque, Chan est bel et bien mieux classé que le président du conseil étudiant. Cette révélation surprend complètement l'élève qui était jusqu'alors le meilleur. L'homme lui prodigue alors un conseil avisé. Il explique que son père a lui-même demandé à un vice-président de l'Alliance d'évaluer sa performance lors de l'épreuve de combat. Il doit donc absolument briller. En cas d'échec, le directeur suggère une autre solution, une jeune fille de Harry Banwadi, la nièce préférée de son oncle, aidera son équipe à remporter la première place. Mais le président du conseil refuse catégoriquement l'offre, sans hésiter. Il prétend ne pas avoir démontré sa véritable force lors de l'épreuve. Le président Ling, sûr de sa supériorité, l'assure qu'il régnera à lui seul sur tout le mannequin Aka. De retour dans les dômes des mannequins Aka, notre héros prend une douche après sa course quotidienne de 100 mètres, lesté de poids. Dans son sac à dos, il est entièrement concentré sur un seul objectif, remporter le prix d'1 million de dollars à sa prochaine remise de diplôme. C'est sa seule et unique chance de conclure son marché avec Shinji de la milice et d'établir une relation d'affaires lucrative avec eux. Enfin, à quelques semaines de l'échéance, il s'effondre dans son lit. Non pas pour se reposer, mais pour continuer à travailler même en dormant. Il pénètre dans son repère démoniaque, où se dresse devant lui l'imposante tour du vide du lac démoniaque, à nu. Sans hésiter, il gravit les longs escaliers menant à l'entrée. Son premier test avec la classe du lac du chien des tombes lui a valu un bon classement moyen. En revanche, l'immense puissance de sa classe d'alimentation d'Elbu a complètement saturé le système. Même les cœurs démoniaques n'ont pas pu classer correctement sa véritable force. Les cœurs démoniaques, lui, sont obscurs. Le seul moyen de tester ces autres classes est de le voir clairement. Il découvre la tour du vide et décide de mettre sa véritable force à l'épreuve sur le champ de bataille. Curieux de savoir quel défi redoutable la tour lui réserve, il y pénètre. Ce qu'il voit à l'intérieur le stupéfie. Il se retrouve dans un monde étrange, debout sur une immense planète blanche flottant dans l'espace. À peine a-t-il fait un pas qu'il s'effondre sur un genou, peinant à garder l'équilibre. La gravité dans les déserts de l'étoile du Fan est 10 fois plus forte que sur Terre, et Chan ressent une pression intense jusqu'aux os. Derrière lui, l'entrée de la tour disparaît complètement. Il comprend aussitôt qu'il doit vaincre le boss pour que l'écusson puisse se rouvrir. Il doit se ressaisir rapidement et triompher avant qu'un autre animal ne l'attaque. Mais un lion fantôme, rôdant à la recherche d'une proie, refuse de lui accorder ce répit. N'ayant pas d'autre choix,
Chan bascule immédiatement. Il s'échappe de justesse et lui assène un coup bien placé à l'épaule. La bête rugit de rage, mais le coup est inefficace car il n'atteint pas la cible. Elle réalise rapidement que ses assaillants sont aussi lents et imprécis que sa force lui permet encore de se déplacer correctement. Le lion fantôme la plaque facilement au sol et commence à la mordre comme un taco, démontrant ainsi son incroyable adaptation à la gravité extrême. Il laisse le lion lui mordiller le bras un moment, puis change rapidement de classe pour devenir un animal de base, nourrir, dont les caresses se transforment en apprentissage de la propreté. Ce changement lui confère instantanément un bonus de statistiques d'un autre ordre. En échange d'une légère perte de vitesse, il gagne considérablement en force et en endurance, deux atouts cruciaux dans ce genre de combat rapproché. Ce changement de classe met le chien enragé à terre, faisant basculer le combat en sa faveur. La capacité du monstre à contrer la gravité s'avère inestimable. La planète a 10 G frappe fort, triplant la force de l'impact. Le lion rugit de rage. Mais Chan ne montre aucune pitié. Il écrase le lion fantôme sur la surface de la planète. Puis, à bout de souffle, il s'effondre. Gluttony le surprend avec une notification de mise à jour. On lui explique alors que chaque classe possède un système d'étoiles. L'intensité des statistiques indique l'impact d'un changement de classe. Le démon du purgatoire possède les statistiques les plus élevées de toutes ses classes actuelles. Malgré cet avantage, il vient de se battre pour sa survie contre un lion fantôme de rang B. Il devient évident qu'il a encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre son potentiel de rang SSS. Il est d'autant plus troublé de constater que Gluttony ne lui offre même pas la possibilité de dévorer la bête. Ce monstre n'était manifestement pas un boss d'étage, car vaincre un boss d'AC devrait révéler une issue. Soudain, une immense porte s'ouvre derrière lui. Des yeux scintillants émergent des ténèbres. La réalité le frappe de plein fouet. L'effort fourni pour vaincre un lion fantôme est insignifiant comparé à ce qui l'attend. D'innombrables démons de rang B jaillissent de la porte, le griffant de toutes parts. Il comprend maintenant pleinement ce dont le démon l'avait averti. Ce dernier lui avait dit que des bêtes impitoyables en la tour et que son chemin serait semé de douleur et de souffrance. Mais il lui avait aussi ordonné d'endurer tout cela. D'endurer pour devenir plus fort. Soudain, Chan se réveille en sursaut. Il a l'impression d'avoir survécu au pire cauchemar de sa vie. Tous les autres dorment. Encore profondément, ignorant tout du spectacle terrifiant qu'il vient de vivre. Notre héros, Ask, comprend enfin que la tour du vide du purgatoire n'est pas un raccourci vers l'apprentissage instantané. Il n'est qu'au début d'un long, difficile et douloureux périple. Les semaines passent avant qu'Ask n'arrive enfin à la cérémonie de remise des diplômes des mannequins AK. De nombreuses personnalités sont présentes pour célébrer la nouvelle promotion d'étudiants prometteurs. De nouvelles exigences minimales pour la formation des équipes sont annoncées, chaque équipe doit désormais compter au moins un élève de haut niveau. Le processus de formation des équipes est expliqué, et il est précisé que tous les élèves peuvent consulter le classement des autres. Cela permet à chacun de choisir rapidement ses coéquipiers. Les élèves sont classés par ordre décroissant de rang. Mais Mao Tong remarque immédiatement quelque chose d'étrange. Chan lui-même est surpris de voir son nom en bas du classement. Tous les regards se tournent vers lui. Les autres se demandent comment un éveilleur de rang C peut se retrouver si bas. Les médisances fusent. Son classement élevé est sans doute une erreur. Pourtant, ils ne peuvent nier sa force et sa présence dans leur équipe augmenterait considérablement leurs chances. Le président du conseil, Ling Tong, reste silencieux. Tandis que les murmures fusent contre cet idiot qui doit regretter d'avoir refusé la bonne offre du président. Son oncle, Gong Xuan, est à l'origine de ce complot. Ce salaud pensait que personne n'accepterait notre garçon dans son camp en le voyant dernier. Son plan machiavélique a échoué. Si Chan n'était pas qualifié, il n'aurait aucune chance. Revenons saines à nos moutons. Toute la classe supplie le président Ling de les laisser rejoindre son
Équipe. Il fait de son mieux pour l'apaiser, mais Chad Chang les fait taire, expliquant qu'il ne peut ajouter qu'une seule personne. Revenons saine au sujet, tous les autres élèves forment leurs propres équipes, ne laissant derrière eux que les dons les plus faibles. L'un explique avoir demandé à tout le monde, mais personne ne veut le rejoindre car il n'a que 4 personnes. Il ne peut donc pas participer à l'épreuve de fin d'études. Furieux, il déclare ensuite qu'il est très suspect que Chan ait été relégué au dernier rang, le rendant inéligible, car la sélection exige un niveau élevé. Il semble que son groupe ait été délibérément visé. L'épreuve de fin d'études est le seul moyen pour les élèves de révéler leur talent et d'atteindre des niveaux supérieurs. L'implication des participants détermine le nombre d'épreuves que le groupe devra relever. Par conséquent, avoir plus de monde ne sert à rien. Personne ne veut donc s'occuper des plus faibles, car cela ne ferait qu'ajouter une charge supplémentaire. Et pour couronner le tout, les 3 élèves les moins bien classés sont du même parrain, ce qui les isole complètement. Soudain, un élève interpelle Juho et lui dit qu'il ne lui manque plus qu'une personne. Le garçon tente de le séduire, affirmant qu'il n'a absolument pas l'intention de rater l'examen de fin d'études en s'alliant avec ses camarades les plus faibles. Chan comprend que s'il continue ainsi, ils risquent tous d'être laissés pour compte et incapables de s'engager. Mais Dom Luking refuse leur offre, déclarant qu'il n'abandonnera jamais ses colocataires. Cela provoque la colère de l'autre groupe. Il les exhorte néanmoins à ne pas sous-estimer les autres. En consultant la liste des élèves, l'on constate que presque tout le monde a formé son équipe. Il ne leur manque plus qu'une personne, mais personne ne veut les rejoindre. Pendant ce temps, notre garçon fixe le directeur du regard et réalise que le nom de famille de cet homme est le même que celui du président du conseil des élèves. Face à une telle ruse, on se demande si Gongshin le considère vraiment comme une menace aussi importante. Imperturbable, il déclare qu'il participera sans aucun doute à l'affrontement de ce soir et affirme sa valeur au combat, tandis que les autres affichent ouvertement leur hostilité. Il se persuade qu'il n'a pas besoin de reculer. Il avance, son aura le suivant comme celle d'un professionnel. Il tente encore de frapper. 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 Les officiels sont stupéfaits par cette soudaine démonstration de force. Même ses supérieurs commencent à s'interroger. Notre héros se souvient que toutes les écoles d'éveil ont une tradition particulière, pour créer une atmosphère intense, les élèves peuvent défier n'importe qui, n'importe quand. Si cela peut paraître prétentieux, c'est une façon de se mettre en valeur et d'affirmer sa force. Dans une telle situation, beaucoup refusent d'abord de se battre. Et lui aussi, d'ailleurs. Mais il sait que le président du conseil des élèves ne cédera pas. Donc, s'il parvient à vaincre la blonde, tout le monde voudra faire équipe avec lui. Soudain, une jeune fille frappe à la porte et interpelle notre héros. Elle lui demande s'il a encore besoin de quelqu'un dans son équipe. Elle ajoute qu'elle souhaite également passer l'examen de fin d'année. Le vice-président précise qu'elle a déjà obtenu un des hauts concours de les mélanger, et qu'elle ne le décevra donc pas. Ses camarades de dortoir sont en émoi, se demandant comment il a pu séduire une si belle fille. Chang et Ling Tang sont perplexes et se demandent ce qui se passe, tandis que le directeur est au bord de la crise de nerfs. Les élèves commencent à chuchoter et pensent qu'une étudiante étrangère souhaite rejoindre l'équipe qui a obtenu le plus mauvais résultat à l'examen. Personne ne sait qui elle est vraiment, mais une rumeur court selon laquelle elle viendrait du royaume de Saint-Luc. Le directeur s'en va furieux et lui annonce que les étudiants étrangers ne peuvent pas passer l'examen de fin d'année de l'école. Elle a prouvé son grade, ce qui est contraire à toutes les règles. Soudain, le directeur de la cellule arrive et déclare que le directeur a raison. Gongshin manque de s'évanouir à la vue du vieil homme. Mais le directeur demande alors pourquoi Link souhaite participer à l'épreuve, même si son séjour est bref. Pendant ce temps,
Notre garçon est perplexe et se demande comment le directeur est devenu téléporteur, étant donné qu'il est de classe guerrier. Le vieil homme explique qu'il serait injuste envers les autres que Link participe à l'épreuve, ce à quoi elle se contente d'acquiescer. Chan commence à transpirer en réalisant qu'il est incapable de déterminer le grade de ces deux-là. Le directeur Ask trouve enfin le courage de prendre la parole et soutient le directeur. Il affirme qu'une école ne peut fonctionner sans règles. Le directeur change alors de ton et explique que la vocation de l'école est d'offrir un environnement d'apprentissage aux éveillés afin qu'ils puissent accomplir de grandes choses dans la vie. Si l'examen de fin d'études est une tradition, il représente également l'un des moments les plus importants dans la vie d'un élève. Il demande comment l'école compensera la perte si un élève ne peut participer à cause du changement soudain de règlement. Le directeur se met à transpirer abondamment et se demande si Ask a enfin été démasqué. Il commence à se demander si le principal ne fait pas tout cela uniquement pour ce garçon. Réalisant que cela n'en vaut pas la peine, il décide de se retirer. L'homme se dit que puisque les meilleurs élèves ont déjà formé une équipe, ils gagneront facilement l'évaluation de toute façon. L'homme s'incline devant le principal et s'excuse. Il admet qu'il n'avait pas envisagé que ce système puisse empêcher certains élèves de progresser. Le directeur annonce alors que les équipes moins bien classées et les groupes de moins de 5 membres peuvent désormais participer à l'évaluation à 2 points, garantissant ainsi l'équité pour tous. Les 4 camarades de dortoir ont enfin formé leurs équipes et célèbrent le fait qu'ils peuvent maintenant participer à l'examen de fin d'année. Le principal, assis derrière, dit à Link qu'elle semble plutôt intéressée par ce garçon. D'un côté de l'épreuve, le président du conseil des élèves, Son, dirige l'équipe de Pise. De l'autre côté, Chan dirige les 3 Pises les plus faibles. Cela attise la curiosité du vieil homme quant au KV qu'il choisira et au nombre de points qu'il marquera au final. L'officiel annonce alors que tous les capitaines peuvent désormais choisir leur KV de livraison. Soudain, un son retentit sur sa tablette. À sa grande surprise, un capitaine a déjà fait son choix. C'est la panique générale lorsqu'il découvre le camp choisi par CHAN. Ses camarades paniquent également et lui conseillent de changer d'avis au plus vite. Ils lui demandent même s'il réalise ce qu'il vient de faire. Mais notre garçon reste silencieux, les yeux rivés sur l'écran. Lors de l'épreuve de fin d'année, des groupes d'étudiants rejoignent le camp de Delville et gagnent des points en éliminant des monstres. Le score varie en fonction du temps écoulé et du multiplicateur de points. Une partie de rang F peut rapporter jusqu'à 75 points, tandis qu'une partie de rang E peut en rapporter jusqu'à 100. L'équipe ayant obtenu le meilleur score est sélectionnée dans le monde impérial, et le meilleur joueur remporte un prix d'1 million d'Un. Retour à la salle de sélection. Les élèves ont appris que le score le plus élevé de l'histoire était de 90 points, atteint par l'actuel dirigeant du monde impérial. Même pour réussir une partie de rang E, une équipe doit compter au moins 3 combattants de rang D. Cette année, l'équipe de Litan pourrait bien battre ce record. Dispelé intervient, annonçant que quelqu'un a déjà sélectionné un joueur de rang D. L'homme est stupéfait de voir que notre garçon a choisi un poste de rang D. Personne n'a jamais réussi à terminer une partie de rang D auparavant, et tous se demandent s'il s'agit d'une erreur. L'on demande à notre héros s'il s'est cogné la tête. Dom Luking est complètement abasourdi. Il tente de s'expliquer auprès de Dichin, mais celui-ci révèle avoir mûrement réfléchi à sa décision. Le système sonne à nouveau lorsque le président du conseil des élèves choisit lui aussi un poste de rang D. Les coéquipiers de Ling. Il est qualifié. Toute la classe exulte à l'annonce, tandis que le groupe tente de garder son calme. La blonde se moque de lui, le traitant de dur à cuire et pensant qu'il cherche juste à se faire remarquer. Le type qui fume de l'herbe ajoute que ses coéquipiers, trop faibles, n'accepteront jamais et que l'équipe va se disloquer. L'on observe attentivement le visage de Chan et comprend qu'il ne fait pas semblant. Il se demande quand son ami est devenu si fort et à quel point il a changé. Sa décision prise, il appuie sur le bouton 10 et décide de faire confiance à son ami.
Yo appuie lui aussi sur le bouton vert, n'ayant rien à perdre. Dom Luking, furieux qu'ils aient fait leur choix avant lui, appuie également sur le bouton. Le système qualifie ainsi automatiquement son équipe pour l'épreuve. Sous le regard de ses camarades, Chan s'excuse et explique qu'il a choisi ce jeu parce qu'il veut devenir le meilleur. Il sait qu'il les éloigne d'eux. Leur rêve, mais les assure qu'ensemble, ils atteindront le sommet. En entendant ces mots, le président se lève brusquement et annonce que la première place lui revient. Chan se retourne et le fixe droit dans les yeux. Ling dégage une aura menaçante et déclare qu'il ne peut y avoir qu'un seul élève plus fort que les autres dans toute l'école. Ling, qui se tient derrière lui, est stupéfaite, car c'est la première fois qu'elle le voit exprimer des émotions aussi intenses. La rivalité entre les deux est désormais ouverte. Le principal est fier de l'audace de ses élèves. Mais Ling est inquiète, son fils a choisi une question de niveau D, qu'un élève de niveau C ne pourrait même pas résoudre seul. Bien qu'un élève puisse obtenir 150 points. Avec une question de niveau D, la difficulté est trop élevée. De plus, ses coéquipiers ne sont pas à la hauteur. Le principal ajoute qu'il ne leur reste qu'un mois environ et qu'il leur sera impossible de progresser autant en si peu de temps. Malgré tout, il garde espoir. L'histoire se poursuit 2 semaines plus tard. Sur le terrain d'entraînement, où tous sont allongés, épuisés. L'on demande pourquoi il fait de l'entraînement physique alors que les autres s'entraînent sur des simulateurs. Chan lui a fait faire toutes sortes d'exercices, ce qui l'a épuisé. Notre héros explique que l'entraînement sur simulateur est inutile. Lors d'un premier accouchement, on est complètement déboussolé et seuls les beaux-parents peuvent nous sauver. Tout cet entraînement vise à accroître leur force physique pour qu'ils soient plus rapides et plus performants. Le meilleur entraînement serait d'aller dans un vrai stade et d'acquérir de l'expérience. Mais des gens ordinaires comme eux ne peuvent que rêver d'un tel rêve. Seule l'élite bénéficie de telles opportunités, et ils n'ont jamais été des gens ordinaires. Pourtant, ils feront tout pour que les gens ordinaires ne puissent jamais les égaler et qu'ils restent au sommet. Ils possèdent des ressources que les gens ordinaires tentent d'acquérir toute leur vie. Dom Luck demande alors, que devraient faire les gens ordinaires dans une telle situation? Shen révèle son plan, s'il parvient à entrer dans le monde impérial, il pourra changer tout. Le système. L'examen final est la seule chance de vaincre véritablement les A, car c'est son rêve. Shen jure de tout faire pour tenir sa promesse et il gagnera, c'est certain. À 2 semaines de l'obtention de son diplôme, notre garçon passe toutes ses nuits dans la tour du vide. Vaincre le 5e A n'est pas une mince affaire. Après cela, William, mais il refuse d'abandonner, aussi brutale soit-elle. 5 jours avant l'examen, ses camarades s'entraînent d'arrache-pied. Notre garçon, cependant, est dans une toute autre dimension. Ces salles d'entraînement, d'une rigueur extrême, font passer le terrain d'entraînement pour un simple échauffement. Il ne reste plus que 2 jours. Son cavalier, lui aussi, ne néglige aucun détail à l'entraînement. Chen, mort dans les bois de Lacé, progressait encore plus vite et pouvait désormais affronter une meute de lions à lui seul, même en gravité extrême. Le visage ensanglanté, il semblait plus déterminé que jamais à gagner. Enfin, un petit drone survola les policiers. Les garçons, vêtus d'uniformes identiques et très élégants, leur servirent de guide. Dès que tous les policiers eurent mis leurs bracelets, la partie commença. Gonglin fut chaleureusement accueilli. Cet homme élégant était le père du président Tang, le fondateur d'Imperial World. Les élèves ne pouvaient détacher leurs yeux du cofondateur d'Imperial World, comme s'il était une créature étrange. Leur curiosité s'accrut encore lorsqu'ils virent le cofondateur et directeur d'Imperial World être accueilli par une limousine blanche rutilante. Un homme aux cheveux roux descendit du véhicule, une lanterne à la main. Les élèves étaient nerveux, car personne ne reconnaîtrait le vice-président de l'Alliance mondiale. Un homme aussi imposant était rarement vu dans ce secteur. Dans un salon VIP, le directeur informa les invités d'eux. Marque que 23 équipes se rendraient au trône démoniaque de rang F.
Certains groupes avaient opté pour le trône démoniaque de rang E, tandis que seulement 2 équipes avaient osé choisir le trône démoniaque de rang D. La secrétaire de Rance et de l'Alliance était véritablement surprise de l'insouciance des élèves. D'ordinaire, même une équipe de rang D se prépare minutieusement avant d'accéder au trône démoniaque de rang D. Elle demanda si Akadumi avait réellement pensé à la sécurité des élèves. Entendant cette inquiétude, le directeur expliqua calmement que les élèves étaient parfaitement conscients de leur mission. Il précisa que les éveilleurs, sans expérience du combat, peinaient généralement à affronter les monstres de rang F. Mais le véritable danger résidait dans le boss lui-même, plusieurs fois plus puissant que le monstre le plus faible. De nombreuses équipes finissaient par échouer, incapables de vaincre le boss. La situation était cependant tout autre face aux monstres de rang E. Même les monstres les plus ordinaires y possédaient la même puissance qu'un boss de rang F. Cette dure réalité était souvent découverte à leurs dépens par les élèves. La secrétaire demanda, en cas de danger, existait-il un dispositif de sécurité adéquat? Le directeur la rassura en lui disant qu'Akadumi accordait une grande importance à ses meilleurs élèves. Pour les protéger, un guerrier du monde impérial se tenait à l'extérieur de chaque arène, prêt à intervenir en cas de problème. De plus, le bracelet que portait chaque élève leur permettait de se téléporter instantanément s'ils abandonnaient ou si leur vie était réellement en danger. Malgré ces explications, la jeune fille doutait encore qu'Akadumi dispose d'élèves suffisamment talentueux pour affronter l'arène de rang D. Elle se demandait en silence combien de temps les équipes tiendraient. Mais le directeur était persuadé que les élèves turbulents des rangs inférieurs finiraient par s'enfuir en pleurant. Ils se dirigèrent vers le donjon de rang D, bondé. Une épaisse couche de neige recouvrait les grands arbres. Les camarades de Chan étaient visiblement terrifiés. Qui n'aurait pas eu peur en voyant de telles créatures, ressemblant à un étrange mélange de chauve-souris et de singe? Il avertit rapidement son équipe que les monstres fondaient sur leur cible en un clin d'œil, et qu'ils devaient donc rester vigilants. Soudain, une nuée de chauves souris-singes fantômes fonça droit sur eux. Étonnamment, tous les garçons parvinrent à échapper aux monstres. D'une manière étrange. Ils étaient encore soulagés d'avoir échappé à l'attaque de la créature de rang D. Quelque chose d'encore plus surprenant attira leur attention. Notre garçon resta là, stupéfait. Son épée de foudre à la main, des monstres griffant déjà ses pieds. Il ordonna à son équipe de se concentrer d'abord sur leur propre survie, car il n'était pas encore assez fort, et de lui laisser le reste. Soudain, une autre chauve-souris mère fantôme fonça sur eux à une vitesse vertigineuse. Il l'évita de justesse. Shangju comprit soudain que notre héros l'obligeait à entraîner ses réflexes et sa vitesse pour survivre face à de tels démons. Il serra les dents. Il savait qu'il s'était fait appeler Donling depuis tout ce temps. Pourtant, il n'avait d'autre choix que de faire confiance à son colocataire. Pendant ce temps, Chan avait exterminé les derniers singes fantômes. Ils chargeaient sur lui comme des héros, mais Gigachad les abattit. Avant même qu'il ne s'en rende compte, il était devenu le tueur du serveur. Domsikang murmura qu'il avait toujours entendu dire par Malon que Chan était puissant. Mais c'était la première fois qu'il le constatait par lui-même. À ses yeux, Chan ne ressemblait pas à un étudiant ordinaire, mais plutôt à un soldat aguerri. Tandis que le carnage se poursuivait, Domsikang savourait la gloire grandissante de notre héros. Soudain, un autre monstre. Incapable d'arrêter la jambe de Cruchet avec ses mains enflammées, il hurla sur ses coéquipiers, leur ordonnant de se ressaisir. Cet homme élégant était le père du président Tang, le fondateur d'Imperial World. Les élèves ne pouvaient détacher leurs yeux du cofondateur d'Imperial World, comme s'il était une créature étrange. Leur curiosité s'accrut encore lorsqu'ils virent le cofondateur et directeur d'Imperial World être accueilli par une limousine blanche rutilante. Un homme aux cheveux roux descendit du véhicule, une lanterne à la main. Les élèves étaient nerveux, car personne ne reconnaîtrait le vice-président de l'Alliance mondiale. Un homme aussi imposant était rarement vu dans ce secteur. Dans un salon VIP, le directeur informa les invités d'eux.
marque que 23 équipes se rendraient au trône démoniaque de rang F. Certains groupes avaient opté pour le trône démoniaque de rang E, tandis que seulement 2 équipes avaient osé choisir le trône démoniaque de rang D. La secrétaire de rang C de l'Alliance était véritablement surprise de l'insouciance des élèves. D'ordinaire, même une équipe de rang D se prépare minutieusement avant d'accéder au trône démoniaque de rang D. Elle demanda si Akadumi avait réellement pensé à la sécurité des élèves. Entendant cette inquiétude, le directeur expliqua calmement que les élèves étaient parfaitement conscients de leur mission. Il précisa que les éveilleurs, sans expérience du combat, peinaient généralement à affronter les monstres de rang F. Mais le véritable danger résidait dans le boss lui-même, plusieurs fois plus puissant que le monstre le plus faible. De nombreuses équipes finissaient par échouer, incapables de vaincre le boss. La situation était cependant tout autre face aux monstres de rang E. Même les monstres les plus ordinaires y possédaient la même puissance qu'un boss de rang F. Cette dure réalité était souvent découverte à leurs dépens par les élèves. La secrétaire demanda, en cas de danger, existait-il un dispositif de sécurité adéquat? Le directeur la rassura en lui disant qu'Akadumi accordait une grande importance à ses meilleurs élèves. Pour les protéger, un guerrier du monde impérial se tenait à l'extérieur de chaque arène, prêt à intervenir en cas de problème. De plus, le bracelet que portait chaque élève leur permettait de se téléporter instantanément s'ils abandonnaient ou si leur vie était réellement en danger. Malgré ces explications, la jeune fille doutait encore qu'Akadumi dispose d'élèves suffisamment talentueux pour affronter l'arène de rang D. Elle se demandait en silence combien de temps les équipes tiendraient. Mais le directeur était persuadé que les élèves turbulents des rangs inférieurs finiraient par s'enfuir en pleurant. Ils se dirigèrent vers le donjon de rang D, bondé. Une épaisse couche de neige recouvrait les grands arbres. Les camarades de Chan étaient visiblement terrifiés. Qui n'aurait pas eu peur en voyant de telles créatures, ressemblant à un étrange mélange de chauve-souris et de singe? Il avertit rapidement son équipe que les monstres fondaient sur leur cible en un clin d'œil, et qu'ils devaient donc rester vigilants. Soudain, une nuée de chauves souris-singes fantômes fonça droit sur eux. Étonnamment, tous les garçons parvinrent à échapper aux monstres. D'une manière étrange. Ils étaient encore soulagés d'avoir échappé à l'attaque de la créature de rang D. Quelque chose d'encore plus surprenant attira leur attention. Notre garçon resta là, stupéfait. Son épée de foudre à la main, des monstres griffant déjà ses pieds. Il ordonna à son équipe de se concentrer d'abord sur leur propre survie, car il n'était pas encore assez fort, et de lui laisser le reste. Soudain, une autre chauve-souris mère fantôme fonça sur eux à une vitesse vertigineuse. Il l'évita de justesse. Shangju comprit soudain que notre héros l'obligeait à entraîner ses réflexes et sa vitesse pour survivre face à de tels démons. Il serra les dents. Il savait qu'il s'était fait appeler Donling depuis tout ce temps. Pourtant, il n'avait d'autre choix que de faire confiance à son colocataire. Pendant ce temps, Chan avait exterminé les derniers singes fantômes. Ils chargeaient sur lui comme des héros, mais Gigachad les abattit. Avant même qu'il ne s'en rende compte, il était devenu le tueur du serveur. Domsikang murmura qu'il avait toujours entendu dire par Malon que Chan était puissant. Mais c'était la première fois qu'il le constatait par lui-même. À ses yeux, Chan ne ressemblait pas à un étudiant ordinaire, mais plutôt à un soldat aguerri. Tandis que le carnage se poursuivait, Domsikang savourait la gloire grandissante de notre héros. Soudain, un autre monstre. Machine Translated by Google. Incapable d'arrêter la jambe de Cruchet avec ses mains enflammées, il hurla sur ses coéquipiers, leur ordonnant de se ressaisir. Chan n'était pas le seul dont la remise de diplôme était en jeu. Les autres le fixèrent, surpris par sa soudaine intention. Inspiré par l'obstination de Domingan, Shang Jio lança son chant floral et parvint à attraper la batte de singe. Mais à sa grande surprise, Cruchet la lâcha aussitôt, touchant Xuo au passage. L'on déchaîna son brise glaciale nuageuse, qui ne ralentit que légèrement le monstre. Ils décidèrent donc de combiner leurs attaques. Ensemble,
ils réussirent à retenir Crutchet un instant et crièrent à Don Luking de saisir l'opportunité. Il tira une balle de flamme à explosion nucléaire, la visant directement, mais seule. Quelques-unes manquèrent leur cible. Il tira plusieurs autres balles de flamme sur le démon, mais rien ne semblait pouvoir le tuer. Shajao et les Longs avaient atteint leurs limites. Don Luking décida qu'il ne pouvait plus se retenir. Il rassembla ses forces et tira une balle de flamme convibuste directement sur le monstre, provoquant une explosion massive. Lorsque la fumée se dissipa, il ne restait plus qu'une carcasse calcinée. Dron annonça qu'ils avaient réussi à détruire un singe chauve-souris fantôme de classe D. Tous trois s'effondrèrent au sol, complètement épuisés. Ils étaient fous de joie d'avoir vaincu à eux seuls un monstre de classe D. Notre garçon, un peu surpris, s'approcha d'eux et leur demanda aussitôt s'ils l'avaient vu l'achever. Le monstre tendit le bout d'un doigt en signe de gratitude, et Zuo remarqua calmement qu'il avait été très facile à tuer. Shen les félicita ensuite, et peu après, Dron annonça que tous les ennemis présents dans la chambre des Delville avaient été éliminés. En regardant la retransmission, le directeur Gong faillit perdre la tête en voyant ces étudiants incompétents, sans la moindre expérience du combat, affronter une menace de niveau des biens au-delà de leur maigre capacité. Le reste du personnel garda un silence délibéré. Pendant ce temps, l'assistant du vice-président Calvin félicita calmement Chan pour son excellente performance. Il pensa que l'aura de Chan lui rappelait beaucoup un vieil ami. Le vice-président mentionna le nom de Chan et prit note de le retenir, ce qui alerta immédiatement le père du président Tang et le directeur. Ce dernier détourna rapidement leur attention vers l'équipe adverse de Rand et afin d'éviter que Chan ne s'en aperçoive davantage. Il rapporta que l'équipe avait déjà atteint la partie centrale et l'assistant du président loua leur coordination. Comparant cela à l'efficacité d'une équipe rouge professionnelle de niveau mondial, le président fut satisfait de cette réaction et déclara que la qualité des diplômés de cette année semblait bien supérieure à celle des promotions précédentes. Le directeur Gong murmura que la véritable bataille ne faisait que commencer et que le spectacle était encore à venir. Les maîtres d'armes de Rand et retournèrent à la cave à vin. Le cortège présidentiel fut attaqué par des monstres champignons vénéneux de miasma, surgissant de toutes parts. Une jeune fille souffla dans sa clarinette et lança un EG. Pendant qu'un mage stellaire liait les champignons à son étoile, utilisant leur pouvoir d'attraction pour attaquer simultanément, il invoqua le capitaine et le président. S'avança, épée à la main, prêt à nous achever avec panache. Les monstres champignons furent anéantis d'une attaque fulgurante lorsque le président lança son coup de poignard ardent avec une précision chirurgicale. Ses coéquipiers remarquèrent que les monstres de cette évaluation étaient identiques à ceux rencontrés lors de leur premier entraînement. Cette familiarité permit à l'équipe de gérer la situation sans difficulté ni pression. Il avait initialement espéré que les autorités chargées de l'évaluation de fin d'études s'en chargeraient à l'avance, car un soutien adéquat facilite grandement les choses par la suite. Fort de cette confiance, il se mit rapidement à célébrer, certain de devenir le champion cette année sans le moindre obstacle. De retour au dernier niveau de la forêt des nuages, les garçons étaient stupéfaits d'avoir survécu jusque-là et d'avoir atteint la route partagée. Au milieu d'une étendue glacée, ils aperçurent une steppe Awa broutant paisiblement. Dom Sikang se mit aussitôt à transpirer abondamment. Rien qu'en pensant à la force immense du monstre, une seule gifle de sa part. Crutchet repéra lentement la cible la plus vulnérable du groupe. Maun paniqua, et son cri suffit à provoquer la bête. Le singe géant bondit sur eux dans un mouvement terrifiant. Les garçons s'enfuirent à toutes jambes. Pendant ce temps, Chan, sans hésiter, chargea. Il asséna un coup puissant en plein visage du géant. Puis, d'une série de coups, il le projeta dans tous les sens. Il mit fin au combat en le déchiquetant et en le réduisant en charpie. Le spectacle terrifiant stupéfia son équipe. Chan, cependant, était furieux que les monstres de Rand et ne lui offrent pas une expérience enrichissante. La défaite était également décevante. Soudain, il entendit ses coéquipiers crier avec enthousiasme qu'ils avaient trouvé les pierres de mana.
Apparemment, le singe géant les avait trouvés dans un tronc d'arbre creux. Amib avait presque devant ce trésor unique et tendait les bras pour saisir les cristaux avec excitation. Chan les avertit. Mais il était trop tard. Dès que leurs mains touchèrent les pierres de mana, une lumière aveuglante jaillit. En quelques secondes, toute la zone fut figée. Li Jiangzhu et le Dr Ron furent complètement paralysés par l'explosion. Dans la salle VIP, la retransmission en direct s'interrompit brusquement. Il se tourna vers le directeur de Mecha, comme s'il s'attendait à ce dénouement. Il avait espéré que des moines de haut rang tendraient de tels pièges, et ce n'était qu'une question de temps avant que Shen et son groupe de MS n'y tombent. Le vice-président Cavendish semblait mécontent, visiblement inquiet pour la sécurité des étudiants. Le directeur feignit de regretter l'échec de Chan et déclara qu'il n'y avait d'autre solution que de l'expulser sur le champ. Le principal s'y opposa. Il affirma qu'il n'était pas en danger immédiat car les sanctions s'intensifieraient lorsque les sciences blanches des étudiants deviendraient répugnantes et qu'aucun d'eux n'avait envisagé d'abandonner. Il estimait que seuls les policiers devaient avoir le droit de décider du moment opportun. 2. Retour dans le cachot, Malon frissonna sous le froid intense. Il était le seul du groupe à avoir échappé au gel, grâce à sa résistance naturelle élevée au regard de cette classe. Soudain, l'on entendit un rire glaçant et aperçut un monstre de glace squelettique, qui semblait le transpercer du regard, sans pitié. Il le reconnut, c'était celui des éclats, et il se souvint l'avoir déjà vu dans le compendium des monstres. Il se rappela aussitôt qu'il s'agissait en réalité d'un mage des nuages, capable de contrer aisément les capacités défensives et offensives et de manier la glace et la neige avec une aisance déconcertante. Il se souvint également que la créature devant lui, qui prenait un malin plaisir à infliger des souffrances prolongées à ses victimes, était connue sous le nom de lien osseux du remords. Comprenant que la bombe de glace n'était qu'une créature, il prit ses jambes à son cou sans hésiter, avant d'être vaincu. L'on savait pertinemment qu'il ne pouvait pas affronter seul un seigneur mage de classe C. Il courut vers Chan, tentant de le libérer. Mais une attaque de glace le frappa à la jambe avant qu'il n'ait pu réagir. Il n'atteignit même pas sa cible à temps. Lien osseux rit de sa douleur, tandis que son bracelet émettait un signal d'alarme, l'informant que sa jambe était complètement arrachée. Elle lui propose de le laisser tranquille. Mais Ling refuse d'abandonner et tente encore de faire fondre Chan avant qu'il ne perde l'avantage. Soudain, un autre éclat de glace lui transperce le bras, l'empêchant de libérer ses HAN. Malgré tous ses efforts, Bon Ling savoure la souffrance de Ling. Il observe avec dégoût ses appareils dentaires l'avertir une fois de plus de la gravité de ses blessures. Elle révèle que son bras est également transpercé et que son rythme cardiaque s'est accéléré dangereusement. Elle lui offre alors une nouvelle fois la possibilité de le laisser tranquille, mais le garçon est plongé dans un souvenir lointain. Il se souvient comment, toute sa vie, il a toujours fui les problèmes dès qu'ils se présentaient, et que cette habitude-là menait à la réussite. Il se souvient comment les gens l'ont ignoré, taquiné et ridiculisé. Pourtant, lui et ses amis ont travaillé si dur. Rassemblant ses dernières forces, il se relève et parvient enfin à libérer Chan. Il se tient debout tandis que Bon Luking déchaîne une pluie de stalactites sur lui, implacable, juste au moment où l'attaque est sur le point de l'atteindre. Il rugit de toutes ses forces et Chan ouvre enfin les yeux. À cet instant, le bloc de glace se brise en 1000 morceaux et Chan se précipite, emportant Long hors de danger d'un seul mouvement. Cette fuite soudaine surprend Bon Luking, mais l'on comprend vite que Shen s'est enfin libéré de sa prison de glace. Il remercie Warrior Luking pour son aide et s'enquiert aussitôt de son état. L'on répond que le saignement s'est arrêté pour le moment. Il s'échappera donc sans encombre, du moins pour l'instant. Il explique à Chan que le monstre qu'il affronte est une lame de type nuage de Rancé, connue sous le nom de Lagdos, et l'avertit que le combat est extrêmement dangereux. Il ajoute qu'ils doivent absolument éviter d'être à nouveau gelés s'ils veulent avoir une chance de survivre. Il se retourne et aperçoit Bon Lake, un
Immense essaim d'ombre de glace, se transformait rapidement en une gigantesque attaque. Glaciaire, prête à tirer. Long et stupéfait, croyant que le monstre s'apprête à leur lancer une énorme boule de glace, et aussitôt, la bombe s'abat, enveloppant tout d'une lueur blanche. Le monstre rit, mais s'arrête brusquement en les voyant tous deux encore debout, visiblement embarrassés. Après cette attaque dévastatrice, Chan transforme sa classe d'homme en flamme. Linkin y acquiert un corps de givre de guerrier des nuages, qui le protège totalement des dégâts de froid. Cette transformation augmente également toutes ses résistances au froid, lui donnant un avantage décisif sur le champ de bataille. Bon Linkin hurle de terreur, et Long est lui aussi abasourdi. Voyant son ami, qui aurait dû être un assassin Volt, transformé en guerrier de type nuage, il se demande si Chan fait partie de ces rares prodiges capables d'éveiller simultanément deux classes différentes sans la moindre entrave. Chan s'excuse simplement d'avoir mal interprété la situation et admet avoir entraîné ses amis dans un combat dangereux par erreur. Il reprend alors sa forme de Chan d'Abaz, abandonne sa forme de guerrier du purgatoire et affronte Lien osseux, déterminé à en finir immédiatement. Son meilleur ami, stupéfait, reste sans voix. Habituellement, les éveilleurs naissent avec une seule classe de spécialisation. Cependant, il est extrêmement rare de posséder deux classes simultanément. Ces doubles classes sont si rares qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Cette singularité en fait un trésor que tous les grands mondes convoitent. Mais ce n'est pas tout ce qui le surprend. Il observe attentivement et réalise que Chan utilise non pas une, ni deux, mais trois classes complètement différentes. De plus, chaque classe est unique en son genre. Sous sa forme de Phédon d'Elbazan, les statistiques de Chan augmentent de façon exponentielle. Son immense puissance physique le propulse dans les airs comme une fusée. Il fonce à une vitesse vertigineuse vers le boss, dont le visage arrogant disparaît. D'un seul mouvement précis, il tranche le colosse comme un couteau dans du beurre. Juste sous l'aura vitale de notre héros. Il atteint le niveau 17 et obtient une rare attaque éclair. En contemplant les morceaux inertes du bâton bicolore, son ami est encore stupéfait qu'il ait vaincu un boss ours de rance et d'un seul coup. Notre héros lui rappelle, comme à son habitude, que les autres sont toujours figés dans la neige. Maung réalise soudain son erreur et comprend qu'il avait oublié ses amis pendant tout le combat. Il court à leur secours avant de se transformer en glace. Après son départ, Chan découvre qu'il peut se nourrir du lac de Jure en secret. Il absorbe rapidement les blocs partagés capturés et obtient la classe labyrinthe des nuages. L'ombre du boss a aveuglé tous les. Soudain, une autre notification inattendue le frappe, sa classe d'officier combattant est améliorée. Il peut désormais ajouter une étoile pour augmenter l'une de ses statistiques. La scène se déplace ensuite vers le grotte de la liane de l'ours des ténèbres, de Randé, où l'équipe du président du conseil est complètement submergée, malgré leurs attaques rapides. Le boss de Randé se révèle bien plus puissant. Pour ces nouveaux éveillés, la table qui immobilise le monstre est la première à céder. Les flèches de l'officier combattant, loin d'infliger de réels dégâts à la garde de l'ours, sont comme un léger massage. Elles fusent comme des figurines, sorties d'une boîte à jouets. Cette humiliation les pousse à se demander si tous leurs entraînements de combat n'ont servi à rien. Ils n'avaient jamais affronté la puissance de ce dieu. Le boss comprend vite que le président est leur seul espoir de victoire. Tout au fond de la ligne, le président prend une pose terrifiante. Il charge sa compétence ultime tandis que des messages de soutien le renforcent. Une fois son énergie suffisante accumulée, il attaque le boss avec son épée lumineuse. L'épée le transperce de part en part et explose dans un brasier qui le consume. De l'intérieur, ses coéquipiers exultent, célébrant l'avènement d'une légende dont le nom est sur le point d'entrer dans la légende. Le docteur Darnon annonce que son équipe a réussi une épreuve de grand partage. Durant un peu plus de 30 minutes. Fou de joie, ses coéquipiers sont persuadés d'avoir décroché la première place. Cette fois, aucune autre équipe ne pourrait les battre. Ils quittent l'épreuve avec enthousiasme,
espérant voir leur nom fièrement affiché en haut du classement. Bientôt, ils traversent des couloirs remplis d'élèves qui ont abandonné et se sont assommés prématurément. La plupart semblent complètement schizophrènes. Chan a toujours peur des démons qu'il a rencontrés au début. Le laquais du président aperçoit notre garçon et son équipe assis à l'écart. Un seul coup d'œil à son groupe épuisé suffit à comprendre. Ils ont dû échouer dès leur entrée. Le laquais s'approche avec arrogance, se moquant de Chan pour son échec en plein vol. Après ses fanfaronnades précédentes, le chien fidèle aboie. Mais son maître le fait taire. Le vice-président de l'Alliance King Link s'approche. L'homme imposant applaudit doucement et félicite les étudiants pour leur excellente performance. Tandis qu'il s'approche, le président garde un visage impassible, bien que celui-ci tremble de joie. Devant l'une des personnes les plus puissantes du monde, le président Tang tend la main à coïncidence. Mais M. Cavendish l'ignore complètement. Il passe devant lui sans même le regarder. Le président sent sa dignité bafouée par une telle humiliation. Pour couronner le tout, le vice-président traite son chauffeur de « méchant » à haute voix. L'homme saisit l'épaule de Chan et annonce à qui veut l'entendre qu'il a terminé une division de Randé en seulement 20 minutes. Même les équipes professionnelles de son monde n'ont jamais réalisé un tel exploit. Le président du conseil et ses hommes de main restent muets. Il ne comprend pas comment 4 personnes ordinaires ont pu vaincre son équipe de 10 hommes dans les temps impartis et, de fait, terminer une division de Randé. Pendant ce temps, Chan Pik ne bronche même pas. Les éloges de l'homme le plus puissant du pays ne lui font ni chaud ni froid. Pourtant, il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi un homme aussi influent s'est déplacé jusqu'à ce pantin d'Aka. Quoi qu'il en soit, Cassandra déclare calmement qu'il se souviendra très bien du nom de CHAN. Puis il se tourne vers Gonglin, l'homme qui l'a invité. Le vice-président dit généralement que son fils est talentueux. Au mieux, c'est un compliment tiède, laissant un goût amer au père comme au fils. Après ces mots, le vice-président annonce qu'il est temps pour lui de partir. Le directeur intervient aussitôt pour apaiser les tensions. Il annonce les résultats finaux, les 2 meilleures équipes sont à égalité. Par conséquent, elles recevront toute une invitation officielle pour rejoindre la Ligue impériale. Il semble que sa brillante carrière lui assure un avenir confortable. Les partisans du président Tang exultent. Mais lui-même est loin d'être satisfait du résultat. Le directeur ajoute alors que les capitaines se verront confier des postes de direction au sein de l'entreprise en récompense de leur leadership, et que le prix d'$1 million sera partagé équitablement entre eux. Les 2 chefs d'équipe sont visiblement sous le choc. Chan craint secrètement que la moitié du million ne suffise pas à le rembourser. Il devra trouver un autre moyen de gagner le reste de la somme et de tenir sa promesse envers la Militia Exchange Company. Mais cette inquiétude pourrait bien être vaine, car le président Tang refuse catégoriquement d'accepter l'égalité. Il annonce avec audace qu'un duel en 1 contre 1 départagera les 8 meilleurs. Il ne peut y avoir qu'un seul champion. Ce défi soudain est si surprenant qu'il attire l'attention du directeur, et même du vice-président. Alarmé par la décision irréfléchie de son neveu, le directeur tente aussitôt de le convaincre d'accepter ce résultat. Le vieil homme explique qu'une égalité est la meilleure issue possible. Surtout après son humiliation précédente, il reste imperturbable, persuadé que notre garçon refusera un duel aussi inutile. Mais notre garçon accepte aussitôt le défi, à condition que Vinet verse la somme d'1 million. La liste des conditions est tellement alléchante que le vice-président hésite et annule son voyage. L'affaire réglée, Chan s'avance pour l'affronter directement, prêt à en finir une fois pour toutes.